Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ici à Saint-Malo pour ce congrès du SNEL consacré à l'intelligence. Et alors avant d'entrer pleinement dans le sujet, je vous propose d'accueillir un premier invité pour planter le décor et inscrire nos échanges dans le cadre un peu plus large de l'actualité de votre secteur. Cet invité, vous le connaissez par cœur, j'ai envie de dire. Il a été professeur, chef d'établissement, directeur diocésain et il est bien sûr, depuis 2019, secrétaire général de l'enseignement catholique. Mesdames et messieurs, merci d'applaudir Philippe Delorme. Philippe Delorme qui met son chrono, il sait qu'il a 15 minutes. Merci Philippe Delorme, merci beaucoup de nous avoir rejoints à Saint-Malo. Vous êtes parmi nous pour évoquer les sujets qui font l'actualité riche de l'enseignement catholique. Vous avez un quart d'heure, merci. Merci Denis. Merci à vous de m'avoir invité à participer à votre congrès. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et jusqu'à demain midi dans cette belle ville de Saint-Malo. Alors effectivement, il m'a été demandé d'aborder avec vous les questions d'actualité et j'avoue que je me suis un peu demandé par quel bout j'allais aborder ces questions, tant la situation actuelle est particulière, inédite et chargée. Je n'aborderai donc que quelques points. Mais commençons par une bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, et je crois que Vivien a dû l'aborder ce matin, puisque hier, le Sénat a voté à l'unanimité la proposition de loi du sénateur Vial pour que les AESH soient pris en charge par l'État. Et a priori, je dis bien a priori, mais tant que ce n'est pas fait, je ne dis rien, a priori, le gouvernement soutiendra cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, ce qui réglerait quand même une vraie question. Alors, depuis le 19 mai 2022, nous en sommes à notre 4e ministre. Sans revenir sur l'ère de Jean-Michel Blanquer, avec Pape Ndiaye, les questions de mixité sociale et scolaire étaient au cœur de sa politique, j'y reviendrai. Puis, en juillet 2023, un jeune ministre de l'Éducation nationale est nommé. Il ne restera que 5 mois et 20 jours. 5 mois durant lesquels nous avons assisté à une avalanche de propositions et de prises de position. Et aujourd'hui, une nouvelle ministre au portefeuille élargi, chargée de mettre en œuvre la politique de son prédécesseur, qui, dès sa première sortie, provoque les polémiques que vous connaissez. 2 mots sur ces polémiques. Je sais, et il y en a sans doute parmi vous, que certains ne comprennent pas pourquoi je n'ai pas réagi dans les médias qui, dans le cadre de l'affaire Stan, nous attaquent et nous caricaturent. Je peux vous assurer que depuis la sortie de la ministre et à la suite de la publication du rapport d'inspection sur Stanislas, j'aurais pu intervenir sur tous les plateaux de télévision et répondre à toutes les interviews de tous les journaux de France. Je ne l'ai pas fait et c'est un choix volontaire et réfléchi. Prendre la parole face à ces polémiques, c'est prendre le risque, en fait, d'entretenir cette polémique. Cette polémique, c'est d'abord l'affaire, je dirais, du collège Stanislas et de l'enseignement catholique de Paris. Ils connaissent le dossier, je ne le connais que très partiellement, et nationaliser cette affaire ne nous est pas apparu opportun. Répondre à ces polémiques, quelles que soient mes réponses, aurait été interprété, déformé, et encore une fois, je le répète, aurait entretenu cette polémique qui ne nous sert pas. Et plus grave, j'aurais pris le risque de fracturer l'enseignement catholique, alors que je me dois d'en favoriser la communion. Le temps viendra, soyez-en certains, quand cette affaire sera apaisée, où je prendrai la parole pour redire notre projet, les financements dont nous bénéficions, les contrôles que nous avons, et que l'enseignement catholique est beaucoup plus divers que ce qui est présenté à travers les médias.
La publication au mois de mars prochain des travaux de la commission parlementaire du député Vannier sur le financement des écoles privées m'en donnera certainement l'occasion. Vous pouvez compter sur ma détermination. Situation inédite, je le disais au début de mon propos, car à l'heure où je vous parle, le schéma d'emploi de la rentrée 2024 n'est toujours pas arrêté. Un désaccord important persiste sur la répartition des postes dans les académies et surtout sur les moyens accordés pour mettre en place les fameux groupes de niveau en 6e et en 5e. Seuls les 375 postes liés à la reprise de la 26e heure en 6e sont garantis, rien d'autre, alors que le public sera doté. Dans sa conférence de presse de décembre, le ministre Attal avait assuré la création de groupes de niveau en 6e et en 5e dès la rentrée dans tous les établissements. En tous les cas, c'est ce que nous avions compris. En fait, il n'en sera rien, y compris dans l'enseignement public. Les moyens risquent d'être essentiellement attribués aux établissements classés en REP ou REP+. Et après, on nous reprochera l'insuffisance de notre mixité scolaire alors qu'on nous refuse les moyens pour le développer. Dans cette même conférence de presse sur le choc des savoirs, le ministre Attal a annoncé un certain nombre de mesures. Je ne vais pas les reprendre ici en détail. Mesures qui devront donc être mises en œuvre par la nouvelle ministre. Si le principe de renforcer certaines exigences me semble juste, mais je crois que dans l'enseignement catholique, nous avons déjà cette exigence, d'autres mesures interrogent. Je m'arrêterai uniquement sur 3. La question de la labellisation des manuels scolaires. Lorsque nous avons été interrogés sur cette question, nous avons émis l'idée que nous n'y étions pas favorables. Pas favorables parce que, d'abord, on peut se méfier des choix qui pourraient être opérés. Et ce qui, aujourd'hui, paraît-il merveilleux, le sera-t-il encore dans 10 ans? Les plus anciens parmi nous, quand nous suivons un peu l'actualité éducative, on constate qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, on prenait telle méthode, c'était merveilleux, tous les élèves allaient réussir, et aujourd'hui, on en promeut d'autres, et ça va être merveilleux. Qu'en sera-t-il dans 10 ans? Deuxièmement, je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux équipes, aux enseignants, à vous, chefs d'établissement, pour choisir les manuels les plus adaptés et bien sûr qui répondent au programme. Le deuxième point qui nous interroge peut-être, c'est la création de la prépa seconde. Comment cela va-t-il se mettre en place? Alors que nous n'avons que quelques élèves en 3e qui échouent au brevet, on ne pourra certainement pas créer de prépa seconde dans tous nos lycées. Est-ce qu'on pourra mutualiser ou est-ce que ces élèves seront obligés de partir dans le public? Ça nous interroge, parce que vous serez la liberté de choix des familles. Donc là, il y a une vraie question autour de ça. Et puis, les élèves qui ont une orientation en bac professionnel, accepteront-ils de passer par la case prépa seconde s'ils n'ont pas leur brevet? J'en suis pas certain. Et nous savons que de toute façon, en règle générale, un élève qui échoue au brevet est rarement admis chez nous en seconde générale et technologique. Troisième point, le retour au redoublement. On est peut-être allé un peu trop loin dans un sens. Il ne faudrait pas aller trop loin dans l'autre sens. Nous savons que le redoublement n'est efficace qu'à certaines conditions, et des conditions qui ne sont pas si nombreuses que ça. Et toutes les études montrent que le redoublement, quand il était assez généralisé, ne portait pas de fruits. Alors personnellement, je pense que le dernier mot, avant on disait le dernier mot aux familles, maintenant le ministre disait, et la nouvelle ministre va dire, dernier mot aux enseignants. Moi je pense très sincèrement que le dernier mot, il doit revenir à vous, chef d'établissement. Parce que c'est vous, chef d'établissement, qui êtes capable d'avoir, avec vos deux oreilles, écouté les familles et essayer de comprendre ce qu'elles nous disent, et d'écouter l'équipe pédagogique et comprendre ce qu'elle veut nous dire. Et c'est à vous, je crois, chef d'établissement, de trancher
et avec, bien sûr, cette part d'incertitude, car la question de l'orientation n'est pas n'est pas scientifique. Alors, bien sûr, au-delà du choc savoir, il y a la question de l'uniforme. L'uniforme qui réglerait toutes les difficultés et tous les problèmes, j'en suis pas convaincu. Je ne pense pas que c'est parce qu'on impose l'uniforme qu'on règle les problèmes de recherche identitaire, de repli identitaire que connaissent les jeunes. Il faut travailler à la racine des difficultés. Là, on fait juste mettre un petit sparadrap sur la plaie, mais on ne cherche pas à creuser les causes de ce communautarisme qui se développe en France. Nous avons des établissements qui ont des uniformes, et c'est très bien, quand ça correspond à un projet éducatif. Et nous pouvons mettre l'uniforme en place si nous le souhaitons, c'est notre liberté. Mais ça sera aussi notre liberté de ne pas le mettre en place. Ça sera aussi notre liberté de ne pas le mettre en place. Et enfin, dans les cartons, la réforme de la formation initiale des enseignants, carton déjà bien ouvert, a priori fin février, mois de mars, nous devrions connaître cette nouvelle réforme, énième réforme de la formation initiale des enseignants, qui prévoit que les concours devraient se passer en fin de licence. Nous aurons l'occasion d'y revenir quand l'actualité sera plus précise. Alors, dans toutes ces réformes, il y a un objectif qui est clair, c'est d'améliorer l'école publique. Et nous pouvons le souhaiter avec tous, que l'école publique fonctionne mieux. Mais, sous-entendu par certains, améliorer l'école publique pour que les familles n'aient plus la tentation de venir chez nous. Si certaines familles, il ne faut pas le nier, nous choisissent pour éviter un établissement public, l'immense majorité nous sollicite pour notre projet éducatif chrétien fondé sur l'Évangile, sans forcément l'exprimer clairement. Certes, la majorité de nos familles ne réclament pas la messe quotidienne, mais tous recherchent un établissement où chaque élève est accueilli comme une personne unique, où l'éducation intégrale de chacun est vécue, où l'équipe éducative est engagée au service d'un enseignement de qualité. C'est pourquoi il nous faut toujours veiller à affermir et mieux faire connaître notre projet, comme nous y invite la démarche prospective. Si nous restons fidèles à notre mission, si nous demeurons des lieux d'innovation pédagogique et éducative, nous n'avons rien à craindre de l'amélioration de l'école publique, qui en soi, je le redis, est une bonne chose. Alors les chiffres de la rentrée sont encourageants, puisqu'en perdant moins de 7000 élèves, nous situons très en dessous des prévisions de perte d'effectifs qui se situaient entre 12 000 et 16 000 élèves. Nous résistons mieux à la baisse démographique que l'enseignement public. Cependant, nous devons conserver une certaine humilité et prudence, puisque l'an dernier, nous avons perdu plus de 18 000 élèves et qu'en cette année 2023, il y a eu 48 000 naissances en moins qu'en 2022. Donc cette baisse démographique, de toute façon, nous allons la subir. C'est pourquoi il faut poursuivre la démarche prospective avec une détermination renforcée. La mise en œuvre du protocole visant le renforcement des mixités sociales et scolaires dans nos établissements s'inscrit bien dans cette démarche prospective. Ainsi, 4 journées de travail rassemblant des représentants de toutes les régions sont organisées pour mettre en œuvre ce protocole. 2 se sont déroulées la semaine dernière, 2 auront lieu le 25 mars prochain. Les 2 premiers portaient d'une part sur les indicateurs de mixité sociale et scolaire dans nos établissements. À partir de quand, à partir de quel moment, comment détermine-t-on ce qu'est une vraie mixité sociale et scolaire dans un établissement? Quels sont les indicateurs à mettre en œuvre? La deuxième, c'est sur l'interlocution publique locale liée à la demande d'aide sociale des communes, des départements et des régions, où là, nous avons travaillé sur la façon d'être dans un vrai dialogue avec les élus. Nous sommes alertés par l'Association des maires de France sur le fait que dans un grand nombre d'établissements, les élus ne sont pas invités au conseil d'administration, une fois par an au moins. Ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. On a tout intérêt à inviter les élus, surtout s'ils ne nous aiment pas, pour leur montrer la réalité de nos chiffres, leur montrer qu'on n'est pas richissime et que les forfaits accordés sont insuffisants pour couvrir nos charges.
Donc, je vous le demande solennellement, invitez vos élus, soyez continuellement en dialogue avec vos élus, c'est la meilleure façon de faire connaître les réalités de notre réseau. Le 25 mars, nous aurons 2 autres journées, sur la même jour mais 2 groupes, autour de la contribution des familles différenciées en fonction des revenus, un sujet important pour pouvoir accueillir les gens les plus modestes, et sur la question des ouvertures d'annexes, autrement dit, le développement de l'enseignement catholique. Ce que je crois profondément, c'est que nous devons vraiment garder une grande dynamique, être toujours plus créatifs et ne pas nous situer, pardonnez-moi l'expression, à la remorque de l'éducation nationale. Utilisons nos espaces de liberté pour permettre à l'enseignement catholique de croître et de se renforcer et de toujours mieux répondre aux missions confiées par l'Église et par l'État. Alors, pour terminer, je souhaite adresser 2 remerciements. Premier remerciement à vous, les chefs d'établissement. Je le dis avec une profonde sincérité. Je vous suis très reconnaissant car c'est vous, avec vos équipes, avec les communautés éducatives, qui faites l'enseignement catholique, qui faites vivre l'enseignement catholique. Je sais que le métier est parfois difficile, que la mission est parfois lourde, que les exigences nouvelles en termes de réglementation, avant-hier, on avait un intervenant du ministère de l'écologie sur l'aération et la ventilation et je ne sais pas quoi, enfin il faut ouvrir les fenêtres en gros, quoi. Bon, voilà. Bon, mais c'est tout le temps, quoi. C'est tout le temps et ça s'accumule. Alors j'espère, et je sais que c'est difficile, mais j'espère que vous conservez du temps pour être toujours au cœur de votre mission, qui est de vous occuper de l'éducatif et du pédagogique. C'est le cœur de la mission. Et même si cette mission est parfois lourde et difficile, vous avez beaucoup de chance, parce que c'est une belle mission. Et j'espère qu'elle vous apporte une joie profonde, celle qui demeure malgré les difficultés, une joie qui vous donne envie de vous lever tous les matins. Alors un grand merci à vous, qui, au quotidien, permettez à l'enseignement catholique de vivre. Deuxième remerciement, je l'adresserai à toi, Vivien. Alors que tu t'apprêtes à quitter la présidence du SNEL, je n'ai évidemment pas de commentaires à faire sur ce que tu as apporté ou pas à ton organisation professionnelle, mais en revanche, je veux vraiment te remercier pour ton engagement au service de l'enseignement catholique et à titre personnel, pour tout ce que tu m'as apporté comme secrétaire général de l'enseignement catholique. Merci Vivien pour ta loyauté et ta fidélité à l'enseignement catholique, pour tes convictions, pour ta qualité d'écoute. Nous n'avons pas toujours été d'accord et c'est heureux, mais nous avons toujours pu dialoguer, rechercher ensemble, notamment à la commission permanente, ce qui était le meilleur chemin pour l'enseignement catholique, pour les jeunes qui nous sont confiés. Vivien, je souhaite vraiment que tu puisses continuer à œuvrer pour l'enseignement catholique au-delà de ta mission de chef d'établissement. Nous avons besoin de personnes comme toi, habitées par l'Évangile, qui vit ses responsabilités comme un simple serviteur. Merci Vivien, merci à chacun d'entre vous et bon congrès. Merci beaucoup Philippe Delorme de nous avoir résumé cette actualité dense et quelque peu tempétueuse, mais bon, c'est une météo de rigueur ici à Saint-Malo, il paraît qu'on est habitué au gros coup de vent. On va prendre quelques minutes pour aborder la thématique de notre congrès, à savoir l'intelligence. Oui, alors il paraît qu'il n'y a pas de questions bêtes, donc je me permets de poser celle-là. Est-ce que l'intelligence est vraiment le cœur de l'aventure scolaire, de la démarche éducative? Est-ce qu'elle est vraiment prioritaire ou est-ce qu'on accorde trop d'importance à cette notion d'intelligence? Non, l'intelligence est évidemment prioritaire. Et je dirais que pour l'enseignement catholique, qui promeut l'éducation intégrale, elle est multiple, cette intelligence. C'est-à-dire que trop souvent, je trouve qu'on confond intelligence et élève ayant des capacités. Alors cet élève-là, il est rudement intelligent parce qu'il a 18 ans en maths. Bon, ça ne veut pas dire qu'il est intelligent, c'est-à-dire qu'il est bon en maths. Il est peut-être intelligent, mais ça n'exclut pas. Ou en français, comme on veut. Donc, dans notre projet chrétien d'éducation, on promeut l'éducation intégrale. C'est-à-dire qu'on veut développer toutes les formes d'intelligence, l'intelligence de l'esprit, l'intelligence du cœur, mais aussi l'intelligence du corps. Et donc,
il faut valoriser toutes ces formes d'intelligence et permettre à chaque jeune de découvrir ce qui est en lui et de faire fructifier tout ça. Y compris une forme d'intelligence manuelle. Hier soir, une partie d'entre vous était dans un des locaux magnifiques de la Providence, un peu à l'écart du centre de Saint-Malo. On a découvert un établissement professionnel flambant neuf et magnifique. C'est important aussi de développer cet aspect-là de l'éducation et de donner un avenir à des jeunes qui peut-être n'ont pas une intelligence logico-mathématique trop développée ou linguistique. Il faut absolument développer évidemment la formation professionnelle et la valoriser en France, mais il faut éviter aussi de trop séparer les choses. Dans un collège du Nord Cameroun que je connais bien, tous les élèves, qu'ils soient d'un excellent niveau ou en difficulté, ont l'après-midi, toutes les après-midi, des ateliers. Et tous les élèves, quel que soit leur niveau, font un peu de menuiserie, font un peu de cuisine, font un peu de couture, font un peu, etc., etc. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas séparer les choses et bien sûr adapter. Et si les talents d'un jeune, si son intelligence manuelle est à valoriser, mais il y a encore du travail en France pour ça. Dans les établissements de votre réseau, il est souvent question d'intériorité. Est-ce que c'est un pan trop souvent négligé de l'intelligence ? J'espère qu'il n'est pas négligé. En tous les cas... Dans notre société ? Non, mais dans nos établissements. Je dis dans nos établissements, je pense que c'est des questions qui ont été beaucoup travaillées il y a quelques années. Et il y a vraiment eu cette question pour aider les jeunes à se connaître et à découvrir justement ce qui est en eux et qu'ils ne perçoivent pas forcément. Donc comment permettre à un jeune de vivre cette intériorité pour s'ouvrir aussi aux autres et puis pour s'ouvrir aussi à Dieu. Est-ce que précisément l'école catholique cultive suffisamment son caractère propre dans sa façon d'aborder l'intelligence ? J'espère. Alors l'école catholique, c'est trop large pour le dire, mais je suis convaincu que beaucoup et la majorité de nos établissements vivent le projet éducatif autour de l'éducation intégrale, comme je disais tout à l'heure, et donc forcément attachent de l'importance à toutes les formes d'intelligence et veillent dans les processus d'orientation, dans l'accompagnement individuel des élèves, à mettre en œuvre toutes ces formes d'intelligence. Merci beaucoup, Philippe Delorme.